Dans la physiopathologie de l'asthme, on a des médiateurs sont responsables sécrétés par les cellules épithéliales bronchiques et des cytokines pro-inflammatoires. Parmi ces médiateurs, on a les dérivés de l'acide arachidonique qui entrent dans le cycle des cyclooxygénases. Vous avez 15-hydroxyprostaglandine et vous avez les prostaglandines 2. Ce sont des médiateurs, ce sont des dérivés lipidiques, comme on a dit, de l'acide arachidonique. Et leur niveau d'action, ce sont les cellules épithéliales bronchiques. Quel est leur rôle? Ils ont des propriétés pro-inflammatoires. Ils ont aussi la capacité de recruter d'autres cellules immunitaires inflammatoires pour sécréter d'autres médiateurs. Du coup, la conséquence est la bronchoconstriction des cellules épithéliales bronchiques du muscle lisse et les manifestations cliniques qu'on rencontre à l'asthme. On a aussi la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires telles que la TCLP, l'interleukine 25 et l'interleukine 33, toujours avec leurs propriétés pro-inflammatoires et aussi l'hypersécrétion du mucus et la bronchoconstriction. Ces médiateurs aussi vont stimuler les fibres nerveuses, entraînant une hyperplasie membranaire basale, une hyperplasie du muscle lisse. L'hyperplasie du muscle lisse, c'est-à-dire l'augmentation de nombre des cellules des muscles lisses, va donner une vasodilatation, mais aussi l'œdème. Donc voilà les conséquences cliniques de tous ces médiateurs inflammatoires. Vous avez la bronchoconstriction, la vasodilatation, l'extravasation d'autres cellules parce que ces médiateurs vont interpeller les autres médiateurs chimiques et l'œdème, d'où l'apparition des symptômes cliniques de l'asthme. C'est aussi simple que ça. Vous avez là, le muscle lisse détendu, c'est-à-dire c'est en dehors de l'asthme. C'est pour ça qu'on dit que l'asthme est une maladie paroxystique, c'est-à-dire c'est une maladie qui survient sous forme de poussée, sous forme des accès, sous forme de crise. En dehors de la crise, la branche est la plus normale possible. Voici une voie aérienne normale, le calibre et le diamètre des branches est aussi normal, pas d'inflammation au niveau de la paroi. Et voici une voie aérienne inflammée au cours de la crise, ou bien la voie aérienne d'un individu asthmatique. Donc, je vous rappelle, l'asthme a deux composantes principales. On a l'inflammation et on a l'hyperréactivité bronchique. Inflammation et épaississement de la paroi, c'est une inflammation chronique et cette inflammation va donner la sclérose, ça va scléroser les parois et les épaissir. Voilà la branche, comment elle est rétrécie. Du coup, l'air va entrer le plus normalement possible, mais quand il vient de sortir, il n'arrive plus à sortir. C'est-à-dire le problème dans l'asthme, c'est dans l'expiration. On n'arrive plus à expulser l'air des branches. Les choses vont s'empirer avec la contraction du muscle bronchique et l'hypersécrétion du mucus. C'est-à-dire déjà vous avez une branche inflammée, une branche encombrée avec du mucus et vous avez la bronchoconstriction. Donc le patient se trouve étouffé. Étouffé, il n'arrive plus à expulser l'air en dehors de ses branches. Passons aux facteurs déclenchants et ou les facteurs aggravants de la crise d'asthme. Vous avez les allergènes. On a plusieurs allergènes pour la crise d'asthme. Pour certains, on a l'air froid. On a aussi le rôle de l'alimentation, certains allergènes alimentaires. C'est-à-dire, on a plusieurs types d'allergènes. On a les pneumoallergènes, les trophoallergènes. On a aussi les infections, tout ce qui est infection virale, le simple virus de la grippe, la COVID-19. Les polluants, c'est pour ça qu'on constate que la prévalence de l'asthme est bien importante dans les zones industrielles. Vous avez les médicaments tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous avez l'ibuprofène, diclofenac. On a aussi les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants sont connus pour leurs effets vasodilatatrices, mais aussi bronchoconstrictrices. On a aussi certains éléments endocriniens. L'RGO, le rôle du RGO, c'est particulièrement, on a certaines gouttelettes
du liquide qui revient de l'estomac, qui reflue de l'estomac à partir de l'estomac. Il va passer par la suite où il va passer dans les bronches, aggravant la crise d'asthme. L'air froid et sec. L'air froid et sec, en général, fragilise l'épithélium et le mucus bronchique. Et les vascularites vont, vu que sont des états inflammatoires, et l'inflammation est une partie intégrante de l'asthme, donc toute inflammation doit être évitée pendant l'asthme. On a bien compris la physiopathologie de l'asthme et la clinique. Donc on a un bagage scientifique, on peut dire suffisant, pour permettre le diagnostic. Comment posons le diagnostic de l'asthme? Ici, ça va être en anglais. Alors, patient with chronic or recurrent respiratory symptoms. Vous avez un patient avec des symptômes chroniques récurrents respiratoires ou non? Est-ce que ce sont des symptômes typiques de l'asthme ou non? Alors, c'est non. Further history and tests for alternative diagnoses. C'est-à-dire, on va faire d'autres tests, d'autres examens paracliniques pour trancher l'asthme et poser d'autres diagnostics différentiels. C'est oui, on va passer dans l'histoire du patient. L'histoire du patient, est-ce qu'il a des antécédents, que ce soit personnels ou familiaux, de l'asthme ou bien de l'allergie respiratoire ou tout ce qui est maladie allergique? C'est non, toujours on procède avec d'autres examens paracliniques. C'est oui, on demande si le patient prend d'autres traitements, par exemple des traitements bronchodilatateurs ou bien des corticostéroïdes inhalés. Sinon, est-ce que ce patient ou ses symptômes qui surviennent chez lui sont bien contrôlés? Est-ce qu'on peut à peu près les cerner? Est-ce qu'on peut les arrêter ou bien ça s'aggrave d'une manière incontrôlable? C'est non. Est-ce que la spirométrie, par exemple, est faisable? Est-ce que la spirométrie est disponible? Est-ce qu'on peut lui faire la spirométrie vue au silage? Par exemple, la spirométrie, on ne peut pas la faire chez un enfant qui fait moins de 3 ans. Donc, un diagnostic de l'asthme va être un peu plus difficile. Alors, c'est oui, on va faire d'autres tests. Vous avez la spirométrie, la plétismographie. On va les voir ensemble dans les prochaines diapositives. Alors, ici, c'est pour l'histoire de l'asthme. Quels sont les symptômes qui soutiennent le diagnostic de l'asthme? Vous avez au minimum un symptôme respiratoire. Vous devez présenter un symptôme respiratoire. On peut présenter une toux isolée, une toux isolée chez les adultes. Plus d'un symptôme respiratoire, par exemple, vous avez la dyspnée, l'oppression thoracique, sensation de wheezing, une toux productive, une dyspnée à l'effort surtout. En fait, la composante principale, c'est la variabilité dans le temps et dans l'intensité, même si chez le même individu. Variable dans le temps et dans l'intensité. Les symptômes sont beaucoup plus sévères la nuit ou au matin au réveil. Les symptômes sont déclenchés ou bien aggravés par l'exercice physique, par le rire, parce que c'est un effort quand même, certains allergènes et l'air froid. L'air froid, par exemple, aggrave la toux. Certains allergènes, soit pneumo, soit trophoallergènes. Le rire aussi, les émotions fortes, surtout pour les enfants. L'exercice physique intense. Ces symptômes, en général, apparaissent aussi avec des infections virales. C'est pour ça que c'est primordial de traiter les infections virales chez un asthmatique et ne plus retarder le traitement. Alors, on a plus d'un symptôme respiratoire, la variabilité dans le temps et dans l'intensité, des symptômes qui s'aggravent soit à la deuxième moitié de la nuit, soit le matin au réveil, des symptômes aggravés aussi déclenchés par un exercice physique, des émotions, des odeurs trop fortes, des allergènes, l'air froid ou bien par les infections virales. Il faut bien reconnaître ces facteurs aggravants pour permettre de les éviter parce que, en fin de compte, l'asthme, c'est une allergie respiratoire et le traitement principal de l'allergie respiratoire, c'est l'éviction de l'allergène.
Alors, j'ai oublié aussi de vous mentionner un symptôme très important, et c'est un symptôme peut-être que n'est pas respiratoire. C'est un symptôme indiquant qu'il y a vraiment une allergie, composante allergique. C'est l'itching. Itching, c'est-à-dire on va présenter des rages cutanées, ce qui confirme l'origine allergique de l'asthme. Voilà. Pour permettre de poser le diagnostic de l'asthme est à la fois clinique et ou spirométrique. C'est-à-dire, c'est grâce à la clinique et la spirométrie qu'on puisse dire que ce patient est asthmatique ou non. Donc, la clinique nous oriente, mais la spirométrie est l'examen de confirmation. Alors, pour comprendre un peu plus le diagnostic de l'asthme, il faut un peu plus rappeler sur les principes de la spirométrie. Vous avez un patient qui tient à sa main un spiromètre attaché à un ordinateur qui enregistre les résultats de cette spirométrie. La spirométrie, c'est un appareil qui permet de mesurer les volumes. Mais avant de commencer, il faut mettre dans l'esprit et garder dans la tête que les volumes enregistrés et mesurés par le spiromètre sont des volumes mobilisables. Ça ne concerne pas les volumes non mobilisables. Les volumes non mobilisables sont des volumes déduits après la mesure des volumes mobilisables. Alors, j'explique. On a tout d'abord, parmi les volumes mobilisables, c'est-à-dire les volumes qui bougent à chaque cycle respiratoire, on a le volume courant. Le volume courant, c'est le volume enregistré à chaque cycle respiratoire. C'est-à-dire, quand vous inspirez, expirez le plus normalement possible, c'est ça le volume courant. C'est le volume du cycle respiratoire normal. Dès que vous forcez un peu plus l'inspiration, essayez d'inspirer un peu plus fort que la norme, c'est le volume de réserve inspiratoire. C'est une inspiration un peu plus forte, un peu plus ample. Quand vous faites le contraire, vous expirez une expiration un peu plus profonde, c'est le volume de réserve expiratoire. Le volume courant, c'est le volume du cycle normal. De réserve inspiratoire, c'est une inspiration profonde. De réserve expiratoire, c'est l'expiration profonde. La somme, c'est-à-dire volume courant, réserve inspiratoire, expiratoire, constitue ce qu'on appelle une capacité vitale. C'est la capacité vitale. En fait, si on pratique une expiration forcée, je dis forcée, pour distinguer entre le volume de réserve expiratoire et le volume résiduel. Le réserve expiratoire, c'est une expiration profonde, ample. D'accord? Alors que le volume résiduel, c'est une expiration vraiment forcée. Vous essayez de faire sortir tout le volume qui réside dans les poumons. Mais quand même, ça reste un volume de réserve. Un volume piégé dans les voies aériennes. On appelle ce volume le volume résiduel. Alors, c'est quoi le volume résiduel? C'est le volume qui reste piégé dans les poumons après une expiration forcée. On a l'impression qu'on a expiré tout le volume, mais quand même, ça persiste un peu plus dans les alvéoles. C'est le volume résiduel et c'est un volume non mobilisable, non enregistré par la spirométrie, c'est-à-dire c'est un volume qu'on calcule. La capacité pulmonaire totale, c'est la somme de tous les volumes mobilisables et non mobilisables. Alors, on a bien dit que la spirométrie mesure que les volumes respiratoires mobilisables. Pour le volume non mobilisable, tel que le volume résiduel, la capacité pulmonaire totale, la capacité résiduelle fonctionnelle, ce sont des volumes non mobilisables. Donc, on a besoin, au lieu d'un spiromètre, d'un plétismographe. C'est la plétismographie qui va permettre d'assurer cette fonction. Alors, on a mesuré dans la spirométrie des volumes. Dans la plétismographie, on va mesurer des débits. C'est-à-dire quoi un débit? C'est un volume attaché à une notion du temps. C'est pour ça qu'on déduit ce qu'on appelle la courbe débit-volume. Et on va enregistrer cette courbe débit-volume en fonction des variations du cycle respiratoire. C'est-à-dire à l'inspiration
et à l'expiration. Alors, on commence. La courbe débit-volume. La courbe débit-volume. À chaque cycle inspiratoire, quand on inspire par exemple, inspiration normale, sans qu'elle soit profonde ou bien forcée. Une inspiration normale, c'est-à-dire une augmentation du volume. Les poumons se remplissent avec de l'air. Une fois les poumons sont remplis avec de l'air, qu'est-ce qu'il arrive pour le débit? Le débit diminue, n'est-ce pas? Voici ici la courbe débit-volume. Le volume de l'air à l'inspiration, qu'est-ce qu'on a dit? Il augmente. Mais pour le débit diminue. Voici ici la diagramme, la courbe débit-volume. Voilà. C'est tout ce qui est enregistré ici en rouge. Je vous le montre. Voilà. À chaque cycle inspiratoire, vous voyez que voilà, le volume augmente, mais le débit diminue en principe. Toute cette courbe-là constitue la courbe inspiratoire. C'est la courbe de l'inspiration. C'est pour la courbe débit-volume. Passons maintenant à l'expiration. À l'expiration, on va essayer d'essouffler. Regardez, dans l'inspiration, la cage thoracique s'élève et le diaphragme se contracte. Le diaphragme, c'est le muscle inspiratoire principal. À l'expiration, les poumons se vident. Donc la cage thoracique et le diaphragme vont s'abaisser et la pression pleurale augmente. Alors, c'est une expiration. Le volume dans les poumons va sortir, va quitter le poumon, va se vider. Voilà cette courbe-là. Vous auriez une diminution du volume. Voilà, ensemble, on va voir la diminution du volume. Et avec la diminution du volume, on constate que ça augmente. Qu'est-ce qu'il arrive pour le débit? Le débit augmente. C'est-à-dire on a une relation qui est une relation contradictoire entre le débit et le volume. Quand le volume augmente, le débit diminue. Et quand le volume diminue, le débit augmente. Voilà, à l'expiration, le volume diminue, on expulse l'air en dehors, le débit augmente. Ainsi, on obtient cette courbe, c'est la courbe d'expiration. L'ensemble de cette courbe-là, appelée la courbe débit-volume, avec le cycle inspiratoire et aussi le cycle expiratoire. Avec les deux cycles, inspiratoire et expiratoire. Passons à une autre courbe, c'est la courbe volume-temps. Avant de commencer, je vous tire l'attention sur que cette courbe est enregistrée pendant une inspiration profonde, une expiration forcée. Parce que ici, c'est un volume attribué au temps. Et en général, le temps expiratoire est beaucoup plus important que le temps inspiratoire durant une respiration normale. Ici, cette courbe volume-temps, j'indique bien que c'est enregistré pendant une inspiration calme, profonde, une expiration forcée. C'est-à-dire que le temps expiratoire ici est réduit. Durant une respiration normale, normalement, c'est l'expiration qui est beaucoup plus importante que l'inspiration. D'accord? Alors, dans la courbe volume-temps, vous enregistrez le volume par rapport au temps. Au premier temps, ici, le volume augmente. La pente, elle est rapide. C'est au début. Et puis, vous enregistrez une stagnation. C'est où les poumons sont remplis au maximum. C'est le plateau de la courbe. On prend par exemple, l'exemple par un ballon. On essaye de gonfler un ballon. Au début, il va se gonfler très rapidement. Et en arrivant à un certain moment, le fait de gonfler, on va attribuer ou bien on va recruter plus d'efforts pour le gonfler. C'est ce qu'on appelle la pente de la courbe. C'est pour ça que vous avez cette courbe volume-temps là. La pente indique que les poumons, c'est bon, ils sont remplis au max.
À l'expiration, c'est une expiration forcée, donc un temps plus court que celui de l'inspiration. Le volume est expulsé plus rapidement. Alors, pourquoi on analyse ces courbes-là, la courbe débit-volume, puis la courbe volume-temps? C'est pour enregistrer certains paramètres. Ces paramètres vont nous aider à poser le diagnostic de l'asthme. Vous avez dans la courbe débit-volume le débit expiratoire de pointe. C'est quoi ce débit? C'est le débit d'expiration maximale, le débit expiratoire de pointe. Dans la courbe débit-volume, on a bien indiqué l'inspiration. C'est ça le temps inspiratoire et c'est ça le temps expiratoire. Temps inspiratoire et temps expiratoire. Dans le temps expiratoire, on enregistre un paramètre appelé le débit expiratoire de pointe, c'est-à-dire le débit enregistré quand l'expiration est arrivée à son acmé. C'est le débit max. Et c'est d'ailleurs le paramètre qui enregistre les pneumophysiologues au cours de leur consultation pour les patients asthmatiques ou pour les patients allergiques. Vous avez un petit appareil, vous sifflez dans cet appareil, puis il va vous mesurer le débit. On passe donc à l'expiration. À l'expiration, on va mesurer un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle la capacité vitale fonctionnelle. La capacité vitale fonctionnelle est le volume après une inspiration profonde, puis une expiration forcée. C'est appelé la capacité, c'est ça cette valeur-là, la capacité vitale fonctionnelle. La capacité vitale fonctionnelle s'enregistre après quoi? Après une inspiration profonde, puis une expiration forcée, c'est-à-dire le volume qui reste dans les poumons après cette inspiration profonde, puis cette expiration. Ne confondez pas avec le volume résiduel. Le volume résiduel, le volume qui reste piégé après seulement une expiration forcée. La capacité vitale fonctionnelle qui correspond au niveau ventilatoire de repos, c'est le volume enregistré après une inspiration profonde, puis une expiration tellement forcée, c'est-à-dire après 2 temps. C'est pas la même chose. On passe à une autre courbe ici, c'est notre courbe volume-temps. Pourquoi on s'intéresse à la courbe volume-temps? Parce que ça va nous permettre de mesurer un volume très important, c'est le volume expiratoire maximal par seconde. C'est un volume crucial pour le diagnostic de l'asthme et permet à peu près d'apprécier la sévérité de l'obstruction bronchique. On a le volume expiratoire maximal par seconde. Volume expiratoire maximal par seconde. C'est-à-dire, c'est le volume enregistré à la première expiration, la première seconde d'expiration. Si on compare ces courbes-là avec les courbes d'un sujet asthmatique, on retrouve ainsi de suite. Choufi. On voit ensemble, شوفوا هنايا عنا la courbe débit-volume chez un sujet sain, puis vous avez le sujet asthmatique. Le sujet asthmatique est représenté en rouge. C'est ça la courbe du sujet asthmatique. On va mesurer le débit expiratoire de pointe dans les deux courbes. La courbe du sujet asthmatique et la courbe du sujet sain. Attendez un peu. Voilà le débit expiratoire de pointe chez un sujet asthmatique, représenté en rouge. Et voilà le débit expiratoire de pointe chez un sujet sain. Celui du sujet sain est plus important que le sujet asthmatique. Il y en a une diminution du débit expiratoire de pointe. C'est-à-dire on a une diminution de l'expiration. L'air reste dans les poumons. Un plus d'air, un excès d'air reste piégé dans les alvéoles, ne sort pas, n'arrive pas à sortir à cause de cette bronchoconstriction. C'est comme vous avez l'air confiné à l'intérieur des poumons.
Pour cela, vous allez avoir un débit expiratoire de pointe diminué. Pareil ici pour la capacité vitale forcée. La capacité vitale forcée diminuée. On passe à la courbe volume-temps. En mesurant le volume expiratoire maximal par seconde chez le sujet sain et chez le sujet asthmatique, on retrouve une différence. Ici, sa valeur pour le sujet asthmatique. Ici, sa valeur pour le sujet sain. Celui du sujet sain est plus important que le sujet asthmatique. Vous voyez que même la pente des deux courbes est diminuée. La pente chez le sujet asthmatique est inférieure que la pente chez un sujet sain. Et ça indique qu'il y a une diminution de l'expiration. C'est-à-dire que le problème de l'asthme, ce n'est pas un problème inspiratoire, c'est un problème expiratoire en premier lieu. C'est les poumons, ce sont les poumons, c'est l'air qui entre dans les poumons le plus normalement possible, mais l'air qui n'arrive pas à sortir. Alors voici ici l'explication. Chez un sujet asthmatique, le débit expiratoire de pointe diminue. Le volume expiratoire maximal pour une seconde diminue. Ces deux paramètres permettent d'apprécier la sévérité de l'asthme. À quel point l'asthme est sévère. À quel point l'obstruction bronchique est sévère. Voilà la courbe théorique en vert chez un sujet sain. Puis vous avez deux courbes. Ce sont les deux courbes chez l'asthmatique. Aux deux temps, inspiratoire et expiratoire. Dans la courbe pré-bronchodilatation, il y aura une diminution. Après la bronchodilatation, la courbe post-bronchodilatation en rouge montre un peu plus d'amélioration. On a une amélioration dans les volumes. Ça indique que le problème de l'asthme, ou bien cette obstruction bronchique, est réversible, c'est-à-dire s'améliore. Et on a une amélioration, les bronches s'ouvrent après administration d'un bronchodilatateur ou bien d'une façon spontanée. Je vous tire l'attention, gardez dans l'esprit que le problème de l'asthme est un problème transitoire. Au moment de la crise, il y en a une obstruction bronchique. En dehors de la crise, la bronche est normale. Il n'y en a plus diminution du volume expiratoire maximal par seconde et le débit. Ce sont des mesures qui se font au moment de la crise. Alors, au moment de la crise, on a une diminution de ces volumes. Puis après l'utilisation d'un bronchodilatateur, un bêta-2 mimétique, salbutamol, ou bien des corticostéroïdes inhalés, on constate une amélioration. Ou bien ça se résout d'une façon normale, d'une façon spontanée. C'est pour ça qu'on dit que l'asthme, dans sa définition spirométrique, est un déficit ventilatoire obstructif réversible. Gardez ça dans la tête, un déficit ventilatoire obstructif réversible. On commence par obstructif et puis vous avez réversible, la réversibilité. Comment reconnaître si on a un déficit ventilatoire obstructif? Alors, vous avez deux paramètres. Vous avez le VUMS, puis vous avez le VUMS sur la capacité vitale fonctionnelle, appelé le fameux rapport de Tifno. Donc, dans l'obstruction, dans l'asthme, l'obstruction peut commencer au niveau des petites branches. Les petites branches, ils ont une surface de section très faible. Donc, ils ont une résistance qui est normalement élevée. Normalement. Mais quand on fait la somme de la surface de section de plusieurs branches, la surface totale sera importante. Mais pour les résistances, elles vont être des résistances faibles parce qu'on prend la somme de plusieurs branches. Du coup, même s'il y a une obstruction bronchique au niveau de ces petites branches, surtout au début, le volume expiratoire maximal par seconde sera normal, c'est-à-dire ne sera pas modifié. C'est-à-dire que même si on a un problème pathologique, un problème obstructif, le volume expiratoire maximal par seconde reste normal. Et c'est un problème. C'est-à-dire que le VUMS seul, comme volume ou comme débit, ne permet pas d'apprécier l'obstruction bronchique, ne permet pas d'identifier un déficit obstructif.
Donc, on doit recourir à un autre paramètre qui est le rapport de Tifno, le volume expiratoire maximal par seconde sur la capacité vitale fonctionnelle. C'est apprécié par rapport à la capacité vitale. Alors, ici, par exemple, dans ce cas-là, dans ce cas clinique, vous avez avant mesuré, c'est 69. La théorie, c'est 81. Avant mesuré, c'est 69. C'est-à-dire, c'est diminué. Diminué. Donc, quand le rapport de Tifno est inférieur à 70%, bien inférieur à 0,7, il s'agit d'un déficit ventilatoire obstructif. Ici, c'est avant la dilatation. Après la dilatation, vous avez 80. Le rapport de Tifno est à 80. Il y aura une amélioration. On dit qu'il s'agit d'un déficit ventilatoire obstructif réversible. Donc, c'est quoi un déficit obstructif? C'est un rapport de Tifno inférieur à 0,7. La réversibilité, c'est-à-dire que l'obstruction bronchique peut être améliorée ou bien totalement inversée avec les bronchodilatateurs ou d'une façon spontanée. Le VUMS augmente de 12% ou bien de plus de 200 millilitres. On dit que c'est réversible. Voilà ce que désigne un déficit ventilatoire obstructif réversible. L'asthme, c'est une maladie réversible qui peut revenir à l'état normal. Et c'est l'élément clé dans la distinction entre l'asthme et la BPCO. Dans la BPCO, vous trouvez un déficit ventilatoire obstructif, malheureusement irréversible. L'obstruction et la bronchite chronique est toujours là, est toujours présente. Contrairement à l'asthme, qui est une maladie paroxystique, que les bronches reviennent à la normale ou leur obstruction est inversée dès qu'on administre un bronchodilatateur ou bien un corticostéroïde inhalé. Autre examen paraclinique complémentaire qui vont nous aider aussi à poser le diagnostic, c'est la fraction exhalée du NO. Ça permet de mesurer la quantité du gaz NO dans l'air exhalé, l'air expiré. Dans l'air expiré, à peu près quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Vous posez la question peut-être quel est l'intérêt entre la fraction exhalée du NO et le diagnostic de l'asthme. Le NO, c'est un gaz sécrété par les éosinophiles, par l'épithélium bronchique au cours de l'inflammation. C'est-à-dire que le NO peut indiquer à peu près à quel point l'inflammation est importante. Plus d'inflammation, plus de sécrétion du NO. Donc, vous retrouvez que la fraction du NO dans l'air expiré est importante, ce qui peut indiquer indirectement l'inflammation et l'asthme, parce que l'asthme est une pathologie inflammatoire. Un autre test, c'est un test délicat qui doit se faire dans un milieu hospitalier, parce qu'on a plusieurs risques. Ça expose à plusieurs risques. C'est le test de provocation bronchique. Dans le test de provocation bronchique, on essaye d'assimiler ou de reproduire un état d'asthme. On va refaire une obstruction bronchique et mesurer à peu près les variations du VUMS et la capacité vitale fonctionnelle. On va mesurer le rapport de Tifno, puis on va donner un bronchodilatateur ou bien un autre médicament qui va améliorer l'obstruction bronchique et on mesure pour confirmer s'il s'agit vraiment d'un déficit ventilatoire obstructif réversible ou non. Je vous rappelle que ce test doit se faire dans un milieu hospitalier. C'est un test très dangereux. Le patient peut en fait passer en état de choc et décéder. Autres tests, ce sont les tests allergiques. Ce sont des patchs dermiques. On applique une petite quantité de produits allergènes et on mesure l'inflammation et l'induration sur la peau après un certain temps, à peu près une trentaine ou bien une trentaine de minutes, 1 heure. L'objectif de ce test, c'est à peu près identifier les allergènes qui peuvent aggraver ou provoquer la crise d'asthme et du coup, on va les éviter. L'objectif, c'est éviter ces allergènes au futur. C'est-à-dire si par exemple le patient présente une réaction allergique, un érythème contre le froid et tout, il évite le froid. Si il présente une allergie aux acariens,
on essaye d'éviter les acariens, de changer par exemple sa couverture, de changer ses orients à chaque fois. S'il présente une allergie à un certain aliment, il doit l'effacer de son alimentation, de son régime alimentaire. C'est ça l'objectif des tests allergiques. L'allergie, dans son traitement, repose essentiellement sur l'éviction. On doit éviter l'allergène.